Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. Nous savons que la Rome antique était une civilisation qui s'étendait sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et dominait la Méditerranée. Mais peu de gens savent comment Rome est née. Chaque civilisation ancienne cherche à trouver ses origines. Si elle n'y parvient pas, elle commence à inventer des histoires. Peu importe que les autres y croient ou non, l'essentiel est de se donner du réconfort psychologique. Les Grecs affirment que leurs ancêtres étaient les grands héros de la guerre de Troie. Et Rome voulait elle aussi établir un lien avec Troie. Après la chute de Troie face à la coalition grecque, le grand héros troyen aîné s'enfuit et finit par s'installer sur la péninsule italienne. On raconte que Romulus, le fondateur du royaume de Rome, était justement un descendant d'Énée. Plus tard, les Romains apprirent que la chute de Troie avait eu lieu au XIIIe siècle avant J.-C., tandis que la fondation de Rome par Romulus datait de 753 avant J.-C., soit plus de 400 ans d'écart entre les deux événements. Ils ont donc inventé une nouvelle version, affirmant que la mère de Romulus, un jour, s'était endormie au bord de la rivière et qu'elle avait attiré l'attention du dieu de la guerre Mars, qui passait par là. Ainsi, la mère de Romulus fut possédée par Mars dans son sommeil et donna ensuite naissance à des jumeaux, Romulus et Rémus. Lorsque le roi apprit cela, il entra dans une colère noire et fit placer les jumeaux dans un tonneau qu'il jeta dans le Tibre. Les jumeaux furent découverts par une louve qui les nourrit avant de s'en aller. Ensuite, un berger les trouva et les éleva jusqu'à l'âge adulte. Une fois adultes, les deux frères apprirent la vérité sur leurs origines et bien sûr, décidèrent de se venger du roi. Après avoir tué le roi, ils fondèrent une ville qui leur appartenait. Par la suite, les deux frères se disputèrent le territoire et devinrent ennemis. Romulus tua Rémus, et c'est ainsi que la ville fut officiellement nommée Rome, d'après Romulus. C'était en 753 avant Jésus-Christ. À partir de ce moment, l'histoire de Rome commença progressivement à s'éloigner de l'ère des mythes et des légendes. Une fois que Romulus eut consolidé sa position, il commença à enlever les femmes des autres tribus. Ceux qui s'étaient ralliés à Romulus étaient tous des Latins, ce qui prouve qu'ils étaient en réalité un groupe d'hommes célibataires rejetés par les Latins, et non pas de nobles personnages comme le racontent les mythes. Depuis Romulus, Rome a connu au total 7 rois, avant de devenir une république. En effet, le 7e roi non seulement a comploté l'assassinat de son prédécesseur, mais il a aussi refusé d'organiser des funérailles pour lui et a massacré les membres du Sénat nommés par l'ancien roi. Bref, il a commis toutes les pires atrocités possibles. Le peuple haïssait ce roi à en mourir. Alors, profitant de son absence lorsqu'il était parti en campagne militaire, les Romains fermèrent hermétiquement les portes de la ville et dirent au roi resté à l'extérieur: « Nous t'avons déjà banni, et pour éviter qu'un tyran comme toi ne menace à nouveau le peuple, Rome n'aura plus jamais de roi. » C'est ainsi que Rome est passée de la monarchie à l'ère républicaine. Les rois furent remplacés par 2 consuls élus chaque année par l'Assemblée des citoyens. Le choix de 2 consuls visait à empêcher qu'un seul homme ne concentre tout le pouvoir. Pour toute décision, si les 2 consuls n'étaient pas d'accord, l'affaire ne pouvait pas avancer. En cas d'urgence, on élisait temporairement un dictateur, dont les décisions ne pouvaient être contestées, même par les 2 consuls. Cependant, le mandat du dictateur n'était que de 6 mois, tandis que celui des consuls durait 1 an. Des citoyens au Sénat, des consuls au dictateur, chacun exerçait un contrôle sur les autres. Ce système complexe de relations a été élaboré par les Romains après avoir enduré d'innombrables épreuves. Au tout début, Rome était très petite, entourée au nord et au sud de tribus bien plus puissantes, et elle ne pouvait survivre qu'en se faufilant entre elles. À cette époque, Rome était considérée comme une terre stérile. Les autres tribus n'y portaient aucun intérêt et préférèrent même éviter cet endroit. Au début, la vie à Rome se limitait à 7 collines, tandis que le reste du territoire était surtout constitué de marécages. Plus tard, Rome, tel un serpent glouton, annexa sans cesse les tribus voisines. Les 7 collines ne suffisaient plus, alors ils tournèrent leur regard vers les vastes marécages. Les Romains ont creusé des égouts pour diriger l'eau des zones humides vers le Tibre. C'était un projet colossal, et aujourd'hui encore, on peut voir les vestiges des égouts sur les rives du Tibre. Les zones humides ont été remplacées par des places, des temples et d'autres bâtiments publics. Les 7 collines dispersées de Rome ont également été reliées pour former un ensemble. Mais l'histoire des Romains ne faisait que commencer. Depuis l'Antiquité, les civilisations du Sud ont souvent été confrontées aux invasions des peuples barbares du Nord. En 390 avant J.C., la Rome antique a subi une catastrophe dévastatrice infligée par les Celtes. À cette époque, le nord de l'Europe était largement recouvert de forêts, et les Celtes en étaient les maîtres. Les Celtes, ainsi nommés par les Grecs, étaient appelés les Gaulois par les Romains. Au VIe siècle avant J.C., les Celtes ont entamé une migration massive, franchissant les Alpes pour s'installer dans la région de l'actuel Milan. Au début, les Celtes ne représentèrent pas une menace pour Rome, car les Étrusques servirent de rempart au nord de la ville. Mais en 396 avant J.C., les Romains ont vaincu les Étrusques et occupé la puissante cité étrusque de Veii. Cette victoire fut remportée après 10 longues années de guerre, c'est pourquoi tout le peuple romain célébrait ce triomphe. Mais Rome était ainsi. En temps de guerre, tous s'unissèrent contre l'ennemi extérieur. Mais une fois le combat terminé, les conflits internes entre les nobles et les plébéiens reprenaient aussitôt de plus belle. Cela poussa les plébéiens à vouloir établir une seconde capitale, à Veii, avec un statut égal à celui de Rome, afin de se libérer de l'oppression des nobles. Bien que les plébéiens aient réalisé leur souhait, les Celtes en profitèrent pour lancer une grande invasion vers le sud. Les Celtes avaient une coutume. Chaque fois qu'ils tuaient un ennemi, ils lui coupèrent la tête et l'accrochaient au cou de leur cheval.
Une fois la bataille terminée, ils faisaient tremper la tête dans de l'huile et la montraient à leurs invités comme une marque d'hospitalité. Auparavant, toutes les forces militaires étaient concentrées à Rome, ce qui laissait encore une chance de résistance aux Romains. Mais maintenant que les troupes étaient dispersées, les villes étrusques furent rapidement conquises et Rome fut la suivante à subir le malheur. L'armée romaine affronta l'ennemi en amont du Tibre, mais elle fut rapidement mise en déroute et dispersée. Les Celtes pénétrèrent dans la ville de Rome, totalement dépourvus de défense, et occupèrent la cité pendant 7 longs mois. Durant ces 7 mois, Rome devint un enfer sur terre. Ils tuaient, pillaient et incendiaient, sans distinction d'âge, de sexe ou de statut social, commettant toutes sortes d'atrocités. L'une des 7 collines de Rome, le Capitole, était escarpée et facile à défendre, mais son sommet était étroit et ne pouvait accueillir qu'un nombre limité de personnes. Seuls quelques jeunes furent transférés sur la colline, tandis que les autres durent s'en remettre au destin. Si cette colline venait aussi à tomber, ce serait la fin pour les Romains. Les Romains étaient un peuple doté d'une grande fierté. Depuis le Capitole, ils assistaient impuissants aux actes de barbarie que les Celtes infligeaient à leur patrie. Mais Rome eut tout de même de la chance. Les Celtes étaient certes d'excellents guerriers, mais ils ne savaient pas comment vivre dans une ville. Des cadavres furent jetés dans l'eau, la rendant impropre à la consommation. Comme ils avaient de recours fréquemment au feu pour attaquer, les champs de blé furent rapidement consumés, les cadavres ne furent pas traités à temps, et la peste commença à se répandre, causant chaque jour de nombreuses morts. Les Celtes se lassèrent de la vie urbaine, tandis que les Romains retranchés sur le Capitole furent eux aussi frappés par la famine. Finalement, les Romains envoyèrent des émissaires pour négocier avec les Celtes. Ils payèrent une énorme rançon et supplièrent les Celtes de quitter Rome. Les Celtes, ravis de repartir avec une grande quantité de lingots d'or, mirent fin à leur occupation de Rome qui avait duré 7 mois. Après le départ des barbares, les Romains organisèrent immédiatement une contre-attaque, mais le choc causé par cette invasion était trop profond, et cela ne suffit pas à guérir leurs blessures. Les Romains étaient unanimes à penser que cette catastrophe était une punition divine, car les dieux résidaient toujours dans la ville de Rome, mais ils avaient voulu partir pour fonder une nouvelle capitale. C'était une manifestation de l'abandon de Dieu, d'où le malheur qui s'est abattu sur eux. Depuis, personne n'a proposé de fonder une nouvelle capitale. Lors de l'invasion des Celtes, Rome a perdu plus que ses infrastructures. Plus grave encore, l'effondrement de ses alliances. Par leur proximité, toutes les tribus voisines ont vu Rome impuissante face à l'invasion barbare. Ainsi, les alliés d'hier sont tous soudainement devenus les ennemis de Rome. Rome a été contrainte de revenir à la case départ et de rétablir par la force ses alliances avec les différentes tribus. Heureusement, bien que les Romains aient agi lentement, ils ont tout de même réussi à se relever avec difficulté. Nous connaissons tous ce proverbe. Tous les chemins mènent à Rome, et ce n'est en rien exagéré. Les routes construites par les Romains avaient une particularité. Toutes partèrent de Rome comme point de départ, puis s'étendèrent vers l'extérieur. En 500 ans, les Romains ont construit plus de 80 000 km de routes principales, et si l'on inclut les secondaires, la longueur totale dépasse 150 000 km. Mais pourquoi les Romains étaient-ils aussi obstinés à construire des routes? Certes, ces routes facilitaient l'expansion des armées romaines vers l'extérieur, mais les ennemis pouvaient aussi les utiliser pour envahir Rome. Le célèbre général grec Pyrrhus, qui faillit anéantir Rome, ainsi qu'Hannibal de Carthage, sont tous deux arrivés en suivant les routes construites par les Romains. À y regarder de plus près, la construction de routes s'est révélée être une arme à double tranchant. Cela risquait de plonger Rome dans des guerres sans fin. En réalité, la construction de routes par les Romains visait aussi à répondre à leur système d'alliance unique. En 390 avant JC, Rome a failli être complètement détruite par les Celtes. Les autres tribus, voyant que Rome était en fait si vulnérable, se sont alors retournées contre elle, et d'anciens alliés sont devenus des ennemis. Il a fallu plus de 20 ans à Rome pour se relever, et les Romains sont alors compris à quel point ces soi-disant alliés étaient peu fiables. Ils ont donc décidé de redéfinir leurs relations avec leurs alliés. Auparavant, les Romains avaient formé la Ligue latine. Toutes ces alliances étaient composées de tribus que Rome avait soumises par la force. Bien qu'elles reconnaissaient Rome comme le chef, les différentes alliances entretenaient également des relations d'interdépendance entre elles. Autrement dit, les tribus alliées n'avaient pas de différence notable dans leurs relations avec Rome, ou avec les autres tribus déjà alliées. Cela signifiait que si Rome subissait une défaite, elle risquait de se retrouver complètement isolée. Les Romains ont tiré les leçons de cette expérience, et, après avoir de nouveau soumis ces tribus, ils ont transformé la Ligue latine en Ligue romaine. Comme son nom l'indique, cette alliance était centrée sur Rome, et il n'existait plus de relations directes entre les autres alliés. Selon les termes de l'accord, les tribus alliées ne pouvaient établir de relations amicales qu'avec Rome, et il leur était interdit de s'associer avec d'autres tribus alliées. Si un problème survenait entre les tribus alliées, elles n'avaient pas le droit de le régler en privé. Elles devaient faire appel à Rome pour une médiation. Rome pouvait imposer unilatéralement ses règles parce qu'elle était la gagnante de la guerre à cette époque. Il était courant que les vaincus se voient de confisquer leurs biens et que les membres des tribus vaincues soient réduits en esclavage. Ainsi, le fait que Rome n'ait imposé qu'une alliance inégale aux vaincus était déjà une preuve de clémence. De plus, Rome ne prélevait pas de taxes de protection auprès de ses alliés. Elle exigeait simplement qu'ils fournissent des soldats en temps de guerre. Bien sûr, cela revenait à exiger un paiement sous forme de troupes pour maintenir sa force militaire. Rome faisait tout cela pour affaiblir les liens entre les différentes alliances.
Rome leur attribuait aussi différents statuts, même parmi les tribus latines partageant la même origine. Comme leur langue et leurs coutumes religieuses étaient proches, certains recevaient presque les mêmes droits de citoyenneté que les Romains, tandis que d'autres, moins proches, n'obtenaient pas la citoyenneté romaine. Et ainsi de suite, jusqu'aux alliances les plus faibles, qui ne maintenaient avec Rome que des relations commerciales, sans même l'obligation de parler latin. Voilà comment Rome traitait les vaincus. Ces alliances de niveaux différents étaient délibérément entremêlées. Ainsi, il devenait impossible à ces alliances de s'unir pour trahir Rome. Ce système avait aussi des inconvénients, surtout la lenteur des ordres venus de Rome. Pendant les guerres, les troupes ne pouvaient pas se rassembler rapidement. Pour remédier à cette lacune, Rome a commencé à construire frénétiquement des routes. En réalité, partout où il y a des rassemblements humains, il y a des routes. Rome s'est simplement contenté de transformer ces routes en autoroutes. De plus, les Romains n'ont plus nommé les routes d'après des lieux, mais d'après des personnes. En effet, à mesure que Rome continuait de s'étendre vers l'extérieur, si l'on nommait les routes d'après des lieux, dès qu'une route dépassait cette région, le nom ne convenait plus. C'est pourquoi la route portait le nom de la personne qui avait proposé sa construction. Par exemple, en 312 avant JMC, la Via Appia a été nommée d'après Appius, qui en avait proposé la construction. Au début, la route partait simplement de Rome et menait à Capoue, qui venait d'être intégrée dans la sphère d'influence romaine. Mais avec l'expansion de Rome, cette route s'est finalement étendue jusqu'à Brindisi, à l'extrême sud de l'Italie. Après la Via Appia, les Romains ont également construit la Via Flaminia, la Via Cassia, la Via Aurelia et d'autres routes. C'est ainsi que l'expression « tous les chemins mènent à Rome » est née. On peut le voir à travers la construction de routes. Contrairement à d'autres peuples principalement axés sur la défense, les Romains étaient typiquement un peuple qui aimait s'étendre vers l'extérieur. Lorsque Rome s'est étendue vers le sud de l'Italie, elle a rencontré les Samnites, qui vivaient dans les montagnes. Les Romains avaient oublié la leçon apprise des Celtes, pensant à tort que ce groupe de singes vivant dans les montagnes serait facile à vaincre. Ainsi, leur armée fut piégée par les Samnites dans une vallée. Auparavant, les deux camps n'avaient jamais eu de contact, mais alors que l'influence de Rome s'étendait, le territoire des Samnites devenait un obstacle. Les Samnites n'avaient pas l'ambition de vaincre Rome. Alors ils se cachaient, menant une guérilla. Les légions romaines étaient mieux adaptées au combat en plaine. À plusieurs reprises, Rome tenta d'attirer l'ennemi sur la plaine. Mais non seulement elle échoua, elle se retrouva même piégée par les Samnites dans les gorges de Caudium. Jusqu'à 10 000 soldats romains établirent un camp dans la gorge, creusant des fossés et érigeant des palissades pour se défendre. Mais les Samnites n'attaquèrent pas. Ils savaient parfaitement que les soldats romains étaient redoutables au corps à corps. Alors ils se contentèrent de les assiéger. Toutes les tentatives de percer des Romains se soldèrent par des échecs. La faim s'ensuivit. Une fois les vivres épuisés, ils commencèrent à abattre les chevaux pour se nourrir, puis il n'y eut même plus de chevaux. La légion romaine n'eut d'autre choix que de se rendre. Les Samnites exigèrent que les Romains se retirent de leur territoire, respectent à jamais la souveraineté des Samnites sur leur terre, et retinrent 600 soldats romains comme otages. Les Romains étaient depuis longtemps habitués à la défaite, mais la capitulation leur laissait un goût amer. Car la dernière fois qu'ils avaient capitulé, c'était il y a 70 ans, lors de l'invasion des Celtes, une crise qui avait failli anéantir Rome. Et cette reddition-ci n'était guère plus glorieuse. Les Samnites obligèrent les soldats romains à abandonner leurs armes et à sortir de la gorge, retirant armures et vêtements, ne gardant que leurs courts caleçons blancs. À Rome, seuls les esclaves étaient ainsi vêtus. Mais la punition des soldats Samnites ne s'arrêtait pas là. Ils forcèrent les soldats romains à passer sous une porte formée de lances dressées, tandis que les Samnites, alignés de chaque côté, les insultaient sans relâche, et certains les piquaient même avec leurs lances. De nombreux soldats romains furent ainsi blessés et s'effondrèrent, ou même moururent sur le coup. C'est ce qu'on appelle l'humiliation des fourches caudives, survenue en 321 avant JC, également connue sous le nom d'humiliation du passage étroit. Les Romains attachant une grande importance à l'honneur, les Samnites les ont profondément blessés sur ce point. Les soldats romains qui ont eu la chance de survivre à cette humiliation sont rentrés à Rome nus, comme des esclaves. Heureusement, Rome était différente de la Grèce. Les généraux vaincus n'étaient pas punis. Les Romains accordaient plus d'importance au collectif, car un commandant chargé d'une lourde responsabilité souffrait déjà énormément de son échec. Il n'était donc pas nécessaire de le sanctionner davantage. Si cela s'était passé dans la Grèce antique, le premier exécuté aurait été le commandant. Après une défaite, les Romains ne se précipitaient pas pour se venger, mais transformèrent leur douleur en motivation. Ils ont continué à élargir l'alliance romaine et à optimiser leur approvisionnement. Après avoir optimisé les lignes de ravitaillement, ils ont peu à peu formé une position d'encerclement autour du territoire des Samnites. À ce moment-là, la puissance militaire de Rome avait doublé. En 316 avant JC, les Romains étaient enfin prêts à se venger. Alors, pour laver l'affront subi, Rome s'était préparée pendant 5 ans. On se demande vraiment comment les Romains ont vécu ces 5 années. Comme on pouvait s'y attendre, les Samnites furent contraints de signer un traité de paix avec les Romains. Mais cette paix ne dura qu'une année. Les différentes tribus situées au nord de Rome se soulevèrent alors, pensant que Rome concentrait toute son énergie au sud et qu'elle pouvait profiter de cette occasion pour l'abattre d'un seul coup. Les Ombriens vivant à l'est, ainsi que les Samnites repoussés au cœur des montagnes, décidèrent eux aussi de prendre part au conflit. Les légions romaines furent attaquées simultanément de l'est, du sud et du nord, mais les Romains restaient confiants dans leur capacité à repousser leurs ennemis. Dans une telle crise, Rome avait pour habitude de nommer un dictateur pour diriger les opérations, mais cette fois, elle ne le fit pas, car le seul candidat capable d'assumer ce rôle était Fabius.
issus de la noblesse, ce que les plébéiens n'auraient pas accepté. Pour éviter tout nouveau conflit entre patriciens et plébéiens durant cette période, il fut donc décidé de ne pas nommer de dictateur. En 297, à Vergibércé, les 4 armées des Celtes, des Étrusques, des Ombriens et des Samnites étaient rassemblées, tandis que les forces principales de Rome prenaient en position à 6 km des troupes ennemies. Le combat fut d'une violence exceptionnelle. Bien que les Étrusques se soient retirés du champ de bataille plus tôt, la bravoure légendaire de la cavalerie celte était reconnue dans le monde entier. Plus tard, après la conquête des Celtes par César, il intégra tous ses cavaliers avec les Celtes, et confia même le commandement de la cavalerie aux Celtes. Les légions romaines étaient totalement impuissantes face à la cavalerie celte. Le consul Decius, à la tête des troupes, implora alors les dieux à haute voix, déclarant qu'il était prêt à offrir sa propre vie si cela pouvait assurer la victoire de Rome. Les soldats romains, qui commençaient à battre en retraite, eurent honte à ces paroles. Ils retrouvèrent leur courage, et, suivant leur commandant, se ruèrent à l'ennemi. Alors Fabius, l'autre consul, arriva en renfort, et la situation s'inversa. Au cours de la bataille ce jour-là, la coalition ennemie perdit 28 000 hommes. 8 000 furent faits prisonniers, tandis que du côté romain, 7 000 soldats tombèrent au combat. Le consul Decius trouva la mort sur le champ de bataille, accomplissant son vœu. En 290, avec ce JC, Rome acheva sa domination sur le centre et le sud de l'Italie. En avançant vers le sud, Rome fit face aux Grecs installés sur les côtes du sud de l'Italie. On dirait que les Romains sont nés pour se faire battre. Après avoir été malmenés par les Celtes, puis par les Samnites, voilà qu'ils allèrent maintenant affronter les Grecs. Le conflit a commencé lorsque des navires romains sont apparus sur le territoire des Grecs. La péninsule italienne a la forme d'une botte haute, et le territoire des Grecs se trouvait à la pointe de la botte, c'est-à-dire sur la côte la plus au sud. En 283 avec JC, 10 navires romains firent leur apparition au large de Tarente. Parmi les cités-États grecs du sud de l'Italie, Tarente était l'une des plus prospères, et sa fondation n'était pas plus tardive que celle de Rome. Tarente bénéficie aussi d'une situation géographique exceptionnelle. C'est un port naturel qui reste aujourd'hui la principale base navale de la marine italienne. Les 10 navires romains qui entrèrent dans le port de Tarente cherchèrent peut-être à échapper à une tempête, mais Tarente, sans chercher à comprendre, coula en un instant 5 navires romains et tua tous les membres d'équipage. Les 5 autres ne parvinrent à s'échapper qu'avec difficulté. Rome réclama des réparations à Tarente, affirmant que ces navires étaient revenus accoster sans intention d'agression, mais qu'ils avaient été attaqués. Les Tarentins refusèrent de payer et se moquèrent de l'ambassadeur romain venu négocier, disant que lorsqu'il parlait grec, il ressemblait à un rustre. Les Romains se retrouvèrent dans une impasse. Ils voulèrent se battre, mais n'osèrent pas. À cette époque, Alexandre était déjà mort depuis des années et la Grèce continentale était plongée dans le chaos. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.